Avant-hier, j'ai terminé ce livre, Rockstar, Latte et Cœur fêlé de Gaël Bonacieux. Et je dois dire que Gaël Bonacieux, c'est son deuxième livre que je lis et j'ai préféré le premier, Scottish Honey. C'est pas de sa faute, mais je pense que j'en ai un peu marre de lire que des choses contemporaines. J'enchaîne constamment en ce moment des livres contemporains ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir que j'aille un petit peu plus dans des genres qui en plus sont à la base plus ce que je lis. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de lire Le Prix de l'Humanité de Maud Vleck. Donc là, on est sur de la dystopie, et à savoir par contre que je connais un peu Maud, puisqu'on a une amie commune, et du coup, on est déjà allé boire des verres ensemble. Maud est très sympathique, et Maud peut passer par là aussi. Donc j'avais pris justement ce bouquin d'elle sur Amazon, puisqu'elle est en auto-édition elle aussi. Je me suis dit, c'est l'occasion, tu rencontres quelqu'un, c'est une personne qui écrit, qui s'auto-publie, va lire déjà l'un de ses livres, voir ce que t'en penses. Maud, c'est quelqu'un que j'apprécie, et à la base je voulais attendre vraiment le moment parfait pour le lire, parce que vu que je la connais, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied et me retrouver à moins apprécier son bouquin juste parce que j'ai pas choisi le bon moment. Sauf que à force d'attendre un moment où je suis vraiment très reposée, alors que littéralement j'arrive pas à dormir comme il faut, et je me suis dit, là c'est peut-être le moment de tester si son livre peut me sortir de ce ralentissement de lecture et peut me faire du bien quand j'arrive à un point où je n'arrive pas à trouver de livre où vraiment je suis tellement à fond dedans que je le vois pas passer. Du coup, on est sur une dystopie qui reprend l'idée de réarmement géographique. Donc, je vais vous lire le résumé, ça ira beaucoup plus vite. Depuis quelques siècles, l'espèce humaine est en déclin constant. La majeure partie de la population est devenue stérile, ce qui a entraîné une baisse massive de la démographie mondiale. Dire que dans les années 2000, tous les scientifiques s'alarmaient de l'augmentation constante du nombre d'humains qui peuplaient la planète. Ella Miller est une planquée. Pendant 21 ans, la jeune femme a vécu à l'abri de ce que le monde est devenu, protégée mais privée de sa liberté. Seulement aujourd'hui, elle n'a plus le choix. Ella doit affronter les dangers extérieurs, mais surtout accomplir ce qu'elle pense être juste. Survivre dans ce monde alors qu'elle est ce qu'il cherche avec tant d'ardeur ne va pas être une mince affaire. Alors c'est un beau bébé, on est sur du 600 pages, mais l'écriture paraît pas trop petite, assez aérée mine de rien, donc ça devrait aller. Et là je suis en train de me dire, les chapitres sont longs? Parce que les longs chapitres, non ça va, il y en a peut-être des un peu plus longs que d'autres. Les longs chapitres peuvent avoir un mauvais point avec moi, parce que j'ai du mal à m'arrêter dans ma lecture. Oh, le dessin, il est beau. Dans la lecture, quand je finis pas un chapitre complet. Après, vraiment, quand il y a besoin, je le fais. J'ai lu quand même ça de Stephen King, qui, pareil, est en énorme chapitre, avec, par contre, des genres de sous-parties. Donc, je m'arrêtais aux sous-parties. Pareil... Midnight Sun de Stephenie Meyer pour la saga Twilight. Donc en gros, le tome 1 du point de vue d'Edouard, il est big, et il y a littéralement un chapitre de 100 pages. Et pour autant, je l'ai lu super vite. C'est ça qui m'avait étonnée, parce que le reste de la saga, j'avais galéré à des passages, je décrochais complet, alors que celui-là, ça allait mieux. Mais sinon, j'ai regardé les avis et ils sont globalement très positifs. Les gens disent que justement le livre se lit vite malgré que ce soit du 600 pages, que la plume est entraînante, que l'histoire est très bien construite, que le côté politique est très intéressant. Je sais du coup qu'il y a une histoire d'amour, donc je vais voir. Ça, le livre a des chances d'être un bon coup de cœur, en tout cas je l'espère, ça serait sympa. Et surtout que j'adore la dystopie, alors c'est justement pour ça que j'ai pris celui-ci et pas un autre de Maud, parce que c'est le genre que je préfère le plus. Du coup je me suis dit, comme ça c'est vraiment l'idéal pour découvrir la plume de quelqu'un. Sinon avec mon blabla, j'en oublie de vous saluer. Alors bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de lecture à la découverte des livres de Maud Vleck.
Je viens de finir le chapitre 1 et du coup, comme c'était prévu, c'est très addictif. Je vous reprends enfin, parce que je suis à la moitié à peu près, je suis à environ 300 pages. Du coup, alors je le pose parce qu'il est quand même lourd, mine de rien. Du coup, pour l'instant, j'apprécie quand même beaucoup ma lecture. Bon, ces derniers temps, avec la chaleur et la fatigue, j'ai pas beaucoup lu, c'est pour ça que je vous ai pas trop pris, pour vraiment me concentrer dessus comme je pouvais. Et puis voilà. Pour le coup, je suis quand même beaucoup plus dedans que ma dernière lecture. Je pense que j'avais trop arrêté de lire des bouquins qui sont complètement décalés, on va dire, ou un minimum décalés de notre société. Je lisais beaucoup trop de contemporains, je pense, alors que ça n'a jamais été mes livres préférés. J'ai toujours préféré tout ce qui va être dystopie, science-fiction, justement, et fantastique, et un petit peu fantasy. J'ai juste pas une appréciation assez grande des descriptions pour vraiment de grosses fantaisies, mais j'avoue que Le Seigneur des Anneaux fait partie des livres qu'un jour je testerai. En tout cas, le jour où je réussirai déjà à rester concentrée suffisamment pour regarder les films. Mais enfin bref, c'est une lecture qui est quand même extrêmement appréciable. Vraiment. Pour le coup, je suis quand même beaucoup dedans grâce à tout l'univers en fait et à toutes ces questions de réarmement démographique qui sont intelligemment portées justement. Il y a quelques défauts bien entendu comme absolument tous les livres. Par exemple, je trouve que les dialogues sont peut-être pas assez naturels à des moments. Voilà, on voit que Maud veut justement bien écrire, c'est potentiellement son style, mais c'est vrai que moi j'aime avoir une vraie cassure entre le style narratif et le style qui est utilisé pour les dialogues, et que les dialogues fassent vraiment très parler. Je dis pas forcément, il y a des personnages où c'est complètement normal potentiellement dans certains bouquins qui parlent de manière un petit peu plus guindée que d'autres. Pour autant, là je trouve que de temps en temps on perd un petit peu ce naturel. Mais malgré ça, ça reste intéressant parce que ça donne au bouquin un petit peu cet effet comme si c'était, je sais pas, peut-être un peu raconté après coup, peut-être un peu comme si la narration était écrite en fait en mémoire des événements. Et du coup, ça donne ce côté un petit peu intéressant malgré tout. Pour le coup, là en plus, je quitte le livre pile à un moment donné de plot twist très intéressant, qui est pourtant basique dans le monde des dystopies, mais qui est vraiment ce truc qui nous fait vraiment propulser un coup en avant. C'est comme faire un bond en avant dans l'histoire et dans les événements. Donc j'ai hâte quand même de découvrir la suite. Et pour le coup, j'arrive aussi à ne pas trop me perdre dans les noms des personnages, ce qui est rare chez moi parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms et tout ça, et là ça va je trouve. Plus les chapitres ont beau être gros, vraiment la plume de Maud est quand même suffisamment fluide pour qu'on n'ait pas l'impression de passer 1000 ans sur un chapitre même s'il fait 20 pages. Voilà, alors j'ai une légère préférence à lire quand même à voix haute pour sa plume. Pour le coup, quand je lis dans ma tête, j'ai un peu plus de mal à me concentrer, mais ça, de base, c'était déjà le cas avant. Ça fait que quelques années que je commence à réussir à vraiment lire dans ma tête sans décrocher. Mais du coup, en plus, son livre me donne envie d'enfin me lancer dans la saga Silo, qui, je sais, a été fait en série, que j'ai depuis des années, mais que j'ai jamais tenté. Pour un truc un peu bête, c'est que quand c'est des bouquins qui sont très valorisés, j'ai toujours peur d'être au final déçue en n'aimant pas à ce point voilà, quelque chose qui est quand même dit comme étant la meilleure chose possible. Soit je lis un petit livre entre les deux, histoire de casser un petit peu le genre, de pas être que dans de la dystopie, soit je commence directement par le tome 1, en peut-être en coupant la saga quand même entre deux livres, histoire de lire quelque chose d'autres genres aussi au milieu. Mais voilà, pour l'instant, je vois pas tout de suite quoi vous dire de plus sur le bouquin. Alors si, c'est quand même intéressant comme le personnage principal a ce côté très mis en avant, mais en même temps, elle est pas si douée que ça. Mais ce qui est expliqué parce que, à la base, c'est une personne qui a été cachée justement au monde et qui du coup manque cruellement de connaissances et de bons réflexes. C'est pas une personne qui a été vraiment formatée pour vivre dans ce monde. Donc c'est super qu'on se retrouve pas face à une héroïne qui sait tout faire d'un seul coup sans trop qu'on se pose des questions. Même si je trouve qu'auprès des rebelles, elle prend vite du galon. Sans vraiment de raison. Et je pense que c'est parce que, étant donné que le bouquin fait déjà quand même 600 pages, que c'est déjà une brique, ça pouvait être compliqué si Maud voulait absolument faire en one shot de vraiment tout détailler. Donc en fait, le début, la première partie, se déroule en fait sur plusieurs mois, sauf qu'on n'a pas cette sensation-là. C'est le petit défaut, mais une fois que c'est dit,
bon bah voilà, on comprend du coup, ah d'accord, ça manquait de détails, mais peut-être pour accélérer, parce qu'en fait il y a toute une seconde partie après derrière qui est aussi énorme. Donc j'attends de voir comment se passe la suite, étant donné que là, comme je vous ai dit, il y a eu un plot twist, vraiment je suis fan, sachant que le chapitre juste après, vraiment je vais m'arrêter juste parce que j'ai un peu mal à la tête, donc je vais aller faire une petite sieste, mais c'est du point de vue d'un autre personnage, donc vraiment j'avais presque envie de continuer, mais je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin d'aller m'allonger un petit peu. Mais voilà, après, ça peut... tout livre comporte des défauts, et des fois, ça me rappelle que certains défauts vont d'abord nous paraître comme des défauts, puis après, on va avoir une vraie explication littéraire à pourquoi c'est comme ça. Et puis voilà, par exemple, le dernier Hunger Games qui est sorti pour le moment sur Emic, Abernathy, j'ai eu un moment où j'ai été dégoûtée. J'étais là, oh bordel, c'est quoi? C'est le travail qui me fatigue au point où j'arrive pas à me concentrer sur le bouquin, au point où je ne pleurais pas les morts, justement, qui se déroulent dans le livre, jusqu'au moment où, justement, juste après, en fait, où Emic, qui narre l'histoire, précise qu'il n'a même pas lui-même le temps de pleurer ses comparses. Et où là, je me suis dit, ah, c'est pas un défaut, en fait, littéraire, c'est une retranscription de ce qui se passe pour Emic, en fait. Et donc là, vu comme justement le personnage principal, la narration en tout cas, précise que plusieurs mois se sont écoulés et qu'on est quand même que à la moitié du bouquin et qu'il y a encore beaucoup de choses qui arrivent derrière, c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut rester sur du one-shot et qu'on ne veut pas justement faire de saga, on est obligé de passer un peu rapidement certains détails. Par exemple, éviter de faire une montée trop crescendo de son rôle en fait à l'héroïne dans le clan des rebelles. Et je peux comprendre honnêtement, puisque c'est de l'auto-édition, que Maud n'ait pas voulu faire de saga, étant donné tous les soucis qu'il y a actuellement à ce sujet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des lecteurs et des lectrices qui attendent la sortie de tous les tomes d'une saga avant de l'acheter. Grossière erreur, parce que si le tome 1 ne se vend pas, même en auto-édition, beaucoup d'auteurs ou d'autrices ou de maisons d'édition ne peuvent pas du coup vendre, publier en tout cas, la suite. C'est littéralement impossible parce que sinon ça mettrait les personnes concernées dans une forte galère financière, sachant que déjà les auteurs et les autrices sont des gens qui sont quand même très peu payés globalement. Ça c'est un petit conseil, n'attendez pas les suites de saga pour acheter un livre qui vous intéresse. Je peux comprendre si vous n'avez pas beaucoup d'argent d'attendre un petit peu, il n'y a pas de souci, mais pour les gens qui ont l'argent pour, n'attendez pas. Parce qu'au pire, c'est pas bien grave si on n'a jamais une suite à un livre, c'est des choses qui arrivent, clairement, mais au moins vous aurez découvert le tome 1. Et si en plus c'est des auteurs ou des autrices que vous ne connaissez pas, ça vous permet de découvrir l'univers et la plume de la personne. Plus, si c'est en maison d'édition, pour le coup, de découvrir le travail de la maison d'édition qu'il y a derrière, si c'est une maison d'édition que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas l'habitude de lire. Ça a quand même des points positifs de lire un premier tome. Et voilà, au moins ça éviterait peut-être qu'il y ait des personnes qui essayent de créer des sagas qui pourraient être intéressantes et qui du coup se retrouvent à soit ne pas pouvoir le faire parce qu'ils ne pourront jamais faire toute la saga entière si personne n'achète le tome 1, ou en tout cas pas à cette personne, ou justement de se retrouver forcés à faire des one-shots ou à faire des tomes 1 qui peuvent se suffire à eux-mêmes au cas où que justement personne n'achète, enfin qu'il n'y ait pas assez de ventes pour le tome 1 qui permettrait de faire la suite. Je trouve ça quand même très dommage de préférer en fait mettre à mal une saga complète alors que c'est contre-productif. Voilà, c'est choisir de mettre à mal une saga qui a pour but à la base d'être écrite au complet plutôt que de prendre le risque d'avoir que le tome 1 qui sort et puis tant pis s'il n'y a pas la suite, tout simplement.
coup c'est bon, il me reste 130 pages environ à lire. Donc je vais m'occuper de lire ça aujourd'hui. J'ai pas lu dimanche ni lundi, donc hier, parce qu'hier c'était mon anniversaire, donc j'ai fait une petite pause. Et là je vais finir, du coup pour le dernier jour de juin, le livre de Maud. Pour l'instant j'adore quand même beaucoup. Je suis pas fan de la romance, honnêtement. Je suis pas fan du gars, et puis surtout j'ai un peu l'impression que l'héroïne est très passive en fait dans cette histoire de romance. Mais heureusement ça prend franchement pas beaucoup de place dans les actions, c'est plutôt dans les réflexions de l'héroïne que ça peut prendre un peu de place. Mais ça va, c'est clairement supportable. Il n'y a pas de souci à ça. Ça y est, j'ai terminé le prix de l'humanité et j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai mis un peu plus de temps quand même pour lire la fin que ce que j'espérais parce qu'il y a pas mal d'annexes au bout, mais je voulais quand même les lire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup été utile parce qu'il y a des personnages, moi je suis nulle pour retenir les noms, donc quand il y a beaucoup de personnages, j'ai tendance à les oublier, que là au moins ça m'a fait un petit récap. Alors, pour le coup, Maud, elle valide complètement sa promesse d'espoir en fait dans son roman. C'est vraiment un roman où on sent que on veut montrer les possibilités positives pour notre société et surtout les comportements positifs des membres de notre société malgré les horreurs qui peuvent s'y dérouler. Donc sur ce point, on est très bien. Pour le coup, il y a quand même un reproche que j'ai à faire que j'ai pas dit tout au long de la vidéo, parce que j'ai complètement oublié tout simplement. C'est plutôt que j'ai l'impression qu'il y a principalement des personnages masculins, en dehors de l'héroïne, et que pour le peu de personnages féminins qui sont là, la majorité sont plutôt négatives au premier abord face à l'héroïne, si ce n'est pas tout du long. Je suis pas contre du tout que les femmes soient aussi positionnées dans les rôles de méchantes, tant que c'est bien fait, et pour le coup, là on a le classique de la générale militaire, très stricte, très dure. Et c'est un classique que j'aime beaucoup. Mais pour le reste, en fait, j'ai l'impression qu'on est très vite face à des personnages féminins qui sont dures, caractérielles, potentiellement méchantes et rabaissantes, mais que contrairement à leurs homologues masculins qui ont aussi, c'est pour certains, ces comportements, elles sont beaucoup moins facilement excusées. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime la dystopie aussi, enfin, je préfère la dystopie, on va dire, quand on voit aussi une mise en avant des femmes, qui honnêtement, en cas d'apocalypse, j'aurais plus confiance en des femmes qu'en des hommes, personnellement. Voilà, dans Hunger Games, on a de toutes sortes de personnages féminins, mais on a énormément de personnages féminins qui sont justement placés comme étant extrêmement bienveillantes, courageuses. Elles ont leurs défauts, mais en fait, même celles qui sont caractérielles, au final, ont cette nuance qu'elles sont courageuses et que leur mauvais caractère, il découle pas de nulle part en fait, qu'il est complètement justifié par leur situation. Dans Hunger Games, on voit vraiment bien l'exemple, surtout avec Johanna par exemple, Johanna Mason, si je me trompe pas de nom, qui, elle, est très caractérielle. Honnêtement, dans la vraie vie, je sais pas si beaucoup de gens dans une vie lambda apprécieraient son caractère, mais de toute façon, dans une vie lambda, elle l'aurait pas forcément à ce point, ce caractère. Elle l'a énormément à cause de tout ce qu'elle a subi via la société dans laquelle elle a vécu et par toutes les horreurs par lesquelles elle est passée en fait. Katniss, c'est la même chose. Katniss est une personne qui de base est aussi très caractérielle, voire agressive au début avec Peeta. Et en fait, tout ça, c'est complètement expliqué par ces traumatismes. Voilà, on n'est pas sur simplement, elles sont comme ça, point barre, et elles sont pas agréables. C'est en fait beaucoup l'impression quand même que j'ai eue de la part de la protagoniste par rapport à son avis des femmes qui l'entouraient. Et pour celles avec qui ça se passait bien directement, j'avais plus l'impression que
bah, même la leader des rebelles, ce qui est très mis en avant, contrairement à son compagnon qui lui aussi est le leader, voilà, c'est un couple de leaders, et ben ça va être sa gentillesse en fait, donc vraiment des caractéristiques très féminisées dans notre société en fait. Ou pareil, bah, même entre les deux, j'ai l'impression que ça reste le mec qui a le dernier mot. Ce que je trouve dommage, justement, parce que on peut profiter justement de ce genre de bouquin pour montrer que de toute façon notre société, si elle met à part les femmes, si elle minimise les capacités des femmes et si on laisse constamment, enfin on pousse constamment les femmes à s'ancrer dans une forme de passivité et de douceur absolue, et ben on va droit dans le mur. Voilà, c'est pour ça que par exemple le labyrinthe, même si j'ai beaucoup apprécié les films, les livres à la base sont pas mal, mais le monsieur qui les a écrits a eu une accusation d'harcèlement sexuel. Donc voilà, au pire les acheter en occasion. Mais le labyrinthe, j'ai quand même toujours trouvé ça dommage que le second labyrinthe qu'on voit à un moment donné dans la saga, où on a une quasi-totalité de femmes, enfin de filles, parce qu'il me semble qu'ils sont adolescents, de filles avec un seul garçon dans le lot, contrairement au labyrinthe conçu de base, et ben j'ai toujours trouvé ça dommage que ce truc-là n'ait pas été plus exploité que ça, pour justement montrer plus en détail les différences qui sont étudiées en plus par les scientifiques de gestion si on met majoritairement des femmes ensemble ou si ça va être plutôt un groupe d'hommes. Et je trouve ça, justement, je trouve que la dystopie, c'est vraiment la porte ouverte idéale pour ce genre de réflexion, en fait. Donc c'est un peu le truc que j'ai trouvé un peu dommage. Sur la fin, il y a aussi un petit passage où j'ai pas trop compris l'intérêt de le mettre aussi tard dans le livre. Je pense qu'il est très très bien à mettre, mais peut-être plus tôt aurait été intéressant. C'est sur le passé de Jérémia, l'un des personnages masculins, qui est très proche de l'héroïne. Pour le coup, j'avais même vu comme le livre est big, j'avais complètement zappé cette information de lui en plus parce qu'elle est mentionnée une fois en discussion et là soudainement on a un flashback. Et justement je comprenais pas parce que sur la fin j'étais en mode bah il n'y a pas de rebond sur ce flashback après. Et c'est en lisant les annexes où je me suis rappelé qu'on en avait déjà parlé en fait de ce passif. Je vous spoile pas, hein, voilà. Mais du coup, je pense qu'il faut pas oublier justement pour toucher la corde émotionnelle à mettre des petits rappels et des petites preuves en fait de ces traumatismes passés tout au long du livre. On voit que Suzanne Collins par exemple, pour revenir à Hunger Games, elle sait très bien le faire parce qu'en vrai quand on regarde en détail un peu les comportements des personnages, on voit leur traumatisme à de nombreuses reprises à travers leurs actes. Et là, pour le coup, c'est un truc que j'ai pas ressenti. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit au début, un livre aussi gros pour une dystopie complète, c'est pas pour rien que énormément de dystopies, si ce n'est pas la quasi-totalité, est faite en plusieurs parties. C'est parce qu'une dystopie, elle a besoin à la fois d'émotion, d'action, mais d'explication. C'est un peu comme le monde fantasy, sauf que le monde de fantasy, il se base sur énormément de descriptions. Donc on lit pas de la fantasy, surtout pas de la hard fantasy, si on n'est pas fan de description. La dystopie, elle a quand même un énorme apport d'action. On est beaucoup plus dans un genre qui va chercher à faire ressentir au lecteur ou à la lectrice comme si ça se déroulait maintenant tout de suite et qu'on était au plein cœur de l'action. Pour le coup, Maud, elle a écrit une dystopie qui est intéressante parce qu'elle sort de ce cadre. On est plus, je trouve, dans quelque chose qui va être beaucoup plus contemplatif. Ça a de très bons points. La lecture reste quand même très fluide et très agréable. On n'est pas sur un roller coaster d'émotions. Pour le coup, c'est pas normalement le genre d'écriture que j'apprécie le plus, mais pour le coup, là, je l'ai trouvé quand même très agréable malgré tout. Je mettrais quand même en avant que certaines actions auraient mérité d'être plus longuement détaillées en fait. Mais dans 600 pages de bouquins, un peu moins si on compte pas les annexes et tout, c'est vrai que c'est compliqué en fait de vraiment pouvoir détailler tout ce qu'il faut en fait. D'où mon rappel que si vous aimez vraiment des univers hyper développés, n'attendez pas pour acheter les tomes 1
parce que sinon ça empêche que la suite sorte, et c'est là où on se retrouve le bec dans l'eau, et c'est là où je vois, où j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont écrire des bouquins en essayant de les faire en one shot impérativement, parce que les sagas se vendent de moins en moins bien à cause des acheteurs. On comprend ce côté de on ne va pas consommer si ça fait perdre de l'argent parce qu'on n'aura jamais la suite, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il n'y aura jamais les suites de quoi que ce soit si le tome 1 ne se vend pas. C'est comme ça que fonctionnent les maisons d'édition, et en auto-édition, c'est un peu la même chose, parce que c'est rarement des gens très fortunés qui font de l'auto-édition malgré tout. Hein. Faut garder en tête que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'argent à la base de dépenser énormément pour publier les bouquins, en payant 1000 prestataires à côté, parce qu'il y a la correction, il y a la couverture, il y a la mise en page potentiellement, il y a certaines personnes qui ne savent pas le faire et qui n'arrivent pas à l'apprendre et qui du coup payent quelqu'un pour le faire, il y a toute la correction, je sais même plus si je l'ai déjà dit, mais voilà, il y a un peu toutes ces choses, et marketing, pareil, il faut potentiellement payer des fois, il y a certaines personnes qui du coup payent des pubs pour essayer de vendre, parce que sinon, en fait, c'est des gens qui travaillent sans avoir aucun apport financier pour leur travail. Donc ok, il y a la passion, mais d'un autre côté, il faut aussi se nourrir. C'est le côté un petit peu complexe, et c'est pour ça que je n'en voudrais absolument pas à Maud d'un livre aussi big, et qui a des moments où moi je me serais dit oh, j'aurais bien aimé le voir plus détaillé, mais où ça n'a pas été fait, parce que c'est impossible, et je comprends qu'elle n'ait pas voulu faire plus d'un tome. Parce que déjà 600 pages, une brique pareille, je sais qu'il y a des gens qui refusent de lire aussi gros. Alors si en plus il fallait qu'elle rajoute encore plus, ça pourrait être compliqué. Parce que déjà là c'est un univers qui est déjà bien détaillé. C'est un univers qui honnêtement pour moi aurait mérité de faire une saga complète. Pour pouvoir vraiment être un peu mieux dans le rythme, et ne pas oublier certains détails, et peut-être ne pas passer trop vite certaines actions. Le combat final, par exemple, je l'ai trouvé un peu rapide. Moi, ça arrive que j'ai des moments où je décroche quand je lis. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie de relire à voix haute, parce que je décroche un peu trop avec la fatigue. Et là, pour le coup, au moment du combat final, j'ai un peu décroché, et juste le temps que je décroche, c'était un peu fini, et j'étais en mode un peu rapide. Quand même. Après ça c'est tout, la dystopie ça reste un genre qui est compliqué à écrire malgré tout. Faut aussi garder ça en tête, hein. Faut de l'entraînement à tout, mais c'est vrai qu'un roman contemporain par exemple qui va reprendre des éléments qu'on vit nous-mêmes est automatiquement normalement plus simple à écrire, en tout cas moi de mon point de vue c'est le cas, plus simple à écrire qu'une dystopie qui se passe dans un futur qui en soi n'est pas arrivé mais qui peut potentiellement arriver, qui va bien sûr se baser sur notre passé, mais qui en même temps doit donner cette impression de futur à risque. C'est le principe de la dystopie. Voilà, plus le principe de dystopie, c'est aussi de montrer un système qui se veut bénéfique, mais qui en réalité ne l'est pas. C'est tout le principe de la dystopie. Dans Hunger Games, c'est le cas. On a un semblant d'équilibre de société par les Hunger Games, alors qu'en réalité, ça n'a absolument aucun équilibre. Voilà, demi. C'est juste des gens qui souffrent, et d'autres personnes qui souffrent normalement beaucoup moins, en tout cas s'ils s'intègrent bien dans la société. Voilà, là c'est pareil, on va avoir des gens qui vont être... on va avoir un équilibre qui va avoir été tenté d'être trouvé, mais qui en réalité est extrêmement violent. C'est le principe des dystopies. Mais c'est compliqué de vraiment le gérer, ce truc, parce qu'il faut forcément que ça amène des discussions entre les personnages de quoi faire en fait. Est-ce qu'il faut vraiment jouer le jeu du système, parce qu'est-ce que peut-être qu'en fait le système a raison, ou est-ce que faut être réellement contre ce système? C'est un débat qui est bien amené du coup dans ce bouquin. Du coup c'était tout pour ce vlog. Je vous conseille quand même d'aller regarder, si vous n'êtes pas fan de dystopie, d'aller quand même regarder les livres de Maud, parce que elle a d'autres genres de livres, il n'y a pas de souci. Voilà, vous trouverez probablement votre bonheur, et c'est toujours bien de laisser une chance aux personnes qui sont en auto-édition, parce que c'est un statut qui reste pas franchement simple. Donc n'hésitez pas, si vous avez de l'argent à mettre dans un livre, n'hésitez pas, pensez un petit peu, si ça vous tente, de regarder un petit peu dans les auto-édités. Si vous avez peur de la qualité du bouquin, regardez les avis. Prenez-en un qui a des très bons avis, dans un genre où vous êtes sûr qu'il y a des chances que ça vous plaise. Et puis voilà, rien que pour Maud, j'ai beau la connaître un petit peu, pour tester l'un de ses livres, j'ai pris celui qui avait le plus de chances de me plaire, parce que c'est mon genre préféré de roman.
Sur ce, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et je pars comme une voleuse, mais j'ai oublié de vous dire. Du coup, vu que c'était mon anniversaire, ma mère m'a offert ce livre qu'elle a vu passer dans une vidéo de Piketty, que j'avais vu vite fait passer sur les réseaux sociaux, qui est un thriller huis clos avec des écrivains. Donc forcément que ça peut me plaire. Je voulais commencer Silo directement après la dystopie de Maud, mais je me dis casser un petit peu le genre, changer un peu de genre entre les deux livres, ça pourrait être plus que bénéfique, parce que lire constamment le même genre, ça a tendance à nous plomber de toute manière. Donc, je vais commencer ce livre. Je vous fais pas un vlog pour pas que toutes mes lectures soient constamment filmées parce que je me connais, à force, ça va me barber, tout simplement. Et surtout pour essayer de vous varier un petit peu les vidéos, même si je pense que pour un gain de temps pour moi, parce que j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment, je vais peut-être favoriser les points lecture et les vlogs, malgré tout, sur cette chaîne pour le moment. Et encore, mon copain m'a offert un Thermomix, donc peut-être des petites vidéos test de cuisine, ça pourrait être sympa. Mais du coup, je vais commencer ce livre, mais si vous voulez avoir rapidement mon avis sur ce bouquin, puisque c'est une sortie récente, en plus, je vais en profiter un petit peu pour, je pense, faire un TikTok quand j'aurai fini la lecture, histoire de donner un avis pour une fois sur un livre récent, puisque je lis principalement des vieux livres, parce que j'ai pas l'argent pour acheter constamment des livres, des nouveautés. Donc j'en profite un petit peu. Viens surtout me rejoindre sur TikTok si tu ne veux pas manquer ma série de vidéos où j'abats ma pile à lire. Et du coup, si vous voulez quand même mon avis rapidement sur celui-ci et pas attendre le point lecture, je vous laisse me suivre sur TikTok. Ça arrivera normalement beaucoup plus vite que le point lecture de juillet.